Et ouais, Alain, il est partout encore avant et aujourd'hui, il est encore là. Et d'ailleurs, on continue avec toi. Alors, pour parler d'un énorme monument qu'on voit un peu partout de Caen, en fait, c'est le réfrigérant. On te laisse nous expliquer un petit peu les mystérieuses informations que tu as pu avoir sur cette structure. Et oui, le grand réfrigérant. Et si on nous cachait la vérité? Écoutez-moi bien. La SMN a fermé en 1993. Tout le site a été rasé ou presque. Pourtant, cette espèce de grande cheminée est restée debout et est toujours là. Des projets ont été imaginés pour la sauvegarder et chacun de ces projets fait ressortir un coût exorbitant. Pourquoi cet acharnement alors qu'une destruction serait bien moins coûteuse? Y aurait-il une raison cachée? Une source bien informée dont je ne peux révéler le nom ni l'identité car je travaille pour des services dont nous, citoyens, ignorons l'existence même. Je ne peux vous en révéler plus sans mettre en grave danger cette personne et moi-même. On va l'appeler Y. Il m'a donné accès à des données classifiées et je vais vous les révéler si je peux aller jusqu'au bout, si personne n'intervient, quelles qu'en soient les conséquences. Il faut prévoir prendre des risques. Quand on arrive à la 67e année de sa vie, on peut se dire que ça peut y aller. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements alliés avaient pratiquement détruit les installations de la SMN et la reconstruction s'avérait coûteuse et longue. Or, les besoins de fonte et d'acier étaient immenses et urgents. À cette même époque de l'après-conflit, souvenez-vous, les États-Unis furent confrontés à une vague de mystérieuses apparitions dans le ciel, les fameux ovnis. Les présidents Truman puis Eisenhower négocièrent avec les visiteurs des accords secrets qui permettaient aux hôtes de bénéficier de bases secrètes en contrepartie d'une aide technologique dans le but de s'armer pour faire face à la menace rouge soviétique. Certaines de ces bases se trouvaient en Europe, au plus près du rideau de fer. Progressivement installées, on pourrait qualifier ces installations secrètes de portes des étoiles. Vous l'aurez compris, l'une de ces installations se trouvait ici même. Quoi de plus propice à cacher une activité secrète qu'un site industriel produisant en plus du métal? Les ouvriers et le personnel de l'usine, me direz-vous, ils ignoraient tout cela. Seuls quelques rares initiés étaient au courant. Des techniques de manipulation mentale ont permis de garder secrètes ces activités. Et pour les populations voisines, quel magnifique camouflage que de panache de vapeur régulier dans le ciel. Les hôtes, ayant achevé leurs travaux et études sur notre planète, quittèrent les lieux qui restèrent malgré tout en activité, les missiles ayant remplacé les objets volants. Maintenant, rappelez-vous d'une date, le 9 novembre 1989. La chute du mur de Berlin. Les mois qui suivirent confirmèrent l'espoir, la menace rouge disparaissait. En 1991, la décision de fermer le site était annoncée. Le dernier au fourneau s'éteignait en novembre 1993 et le site était rasé. Sauf, je vous le donne en mille, le grand réfrigérant dont les installations secrètes étaient mises en sommeil par éventualité. Abandonné? Pas tout à fait. Ce que nous percevons comme d'inoffensifs pigeons veille. Une sorte d'ersatz de satellite, la Bombita, toujours attirer l'œil pour cacher la réalité, est apparue depuis peu. Si vous la regardez de plus près, vous y verrez les coordonnées GPS exactes du lieu. Étrange, non? Et il y a quelques jours, j'ai pris une photo. Ils sont de retour. Alain? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, franchement, faudrait revoir ton dosage de médoc là. Ton ovni, en fait, c'est la lampe qui est au-dessus de la porte. La lampe qui est au-dessus de... Oh. Bon, est-ce que tu peux nous donner une petite précision? C'était une blague ou c'est vrai tout ce que tu nous as raconté là? Bah, c'est une joke. C'est... Bien entendu, c'est comme disent nos amis canadiens, québécois, c'est une joke née d'une imagination débordante, la mienne, dérangée par un long confinement. Toute ressemblance avec toute personne ou autre chose ne serait que fortuite. Mais là, je vais citer mon maître, Raymond DeVos, qui disait quoique. Et il laisse le suspense. Ça va. Merci beaucoup, Alain. Je t'en prie, je me suis bien amusé à le faire. Hein. Ouais, tu les enchaînes là, attention. Ah.
Je commençais à avoir des regards paniqués là autour de la table. Non, c'est pas vrai ce qu'il raconte, ok? Non, non. C'est Calmez-vous. vrai. J'ai eu peur. Donc on va continuer avec Alexandre. Donc de quoi tu vas nous parler là? Alors maintenant, en fait, pour introduire, plutôt pour vous parler en fait de la géographie du plateau, c'est-à-dire de l'organisation de la structure de la cité sidérurgique qui fonctionnait comme une ville à part entière, je vais laisser la place en fait à Gérard Procope, qui est vraiment un expert sur la question, puisque il est dirigeant en fait de l'association Mémoire et Patrimoine de la SMM. Donc voilà, tout de suite un extrait de son interview avec Alain Breton. Gérard Procope. Vous étiez quasiment en autarcie. Enfin. Voilà, on était en autarcie, on était entre nous. Il y avait l'école, il y avait... Alors il y avait l'école, il y avait donc la salle de spectacle de la Renaissance, il y avait le sport avec le stade, les terrains de basket, la salle de judo, la salle de tennis de table, le cross-country tous les ans là, sur le terrain à côté de l'école d'apprentissage. Il y avait la fête du 14 juillet qui durait 3 jours. Il y avait la coopérative alimentaire, il y avait la graniterie. On avait l'équipement gratuit pour faire le sport. On allait chercher là au pavillon devant les grands bureaux. On avait la plaine là du côté de Giberville pour s'amuser. On avait le bois de Giberville, on avait la Gronde, le Bièze. On avait tout ce qu'il fallait, quoi. On avait aussi le square, mais le square était un peu sous un autre régime, c'est-à-dire qu'il fermait à 17h. C'était un square un peu d'apparat. D'accord. On ne fréquentait pas trop le square. Le bureau de tabac avec les revues, la cabine téléphonique, puisqu'on n'avait pas le téléphone dans les maisons. Donc on était bien là. Et les maisons, il y avait des loyers ou c'était... Alors les maisons, elles étaient, oui, occupées par des locataires qui signaient un règlement de locataires. Et ce qui était très peu cher, c'était l'électricité et l'eau, puisque l'eau était fournie par la SMN. Mhm. Donc dans mon souvenir, moi mes parents n'ont jamais payé l'eau. Et s'ils ont payé l'électricité, je ne sais pas comment, parce que l'électricité était aussi fabriquée par l'usine. Ah oui, d'accord. Donc l'électricité est fabriquée par l'usine et elle revendait même une partie de l'électricité sur Caen. Donc c'était très avantageux. Mhm. Les maisons étaient chauffées au charbon, donc pour certains il y avait du charbon SMN, c'est-à-dire du coke, mais pour pas mal d'autres, dont mes parents, il y avait c'était un charbonnier qui passait. Donc les charges liées à l'habitation étaient assez minimes. Et il n'était pas question pour les locataires à l'époque d'acheter leur maison. D'accord. Et ça s'est produit quand, la possibilité d'acheter Alors ça s'est produit au moment où le paternalisme a commencé à décliner, donc dans les années 75, 70-75, où les entreprises toutes les entreprises françaises et européennes ont pris une autre forme et ont été obligées d'avoir recours à des fusions-acquisitions. Puis ensuite il y a eu l'intégration dans la sidérurgie européenne, puis ce qu'on appelle maintenant, on a appelé la mondialisation, qui a complètement rebattu les cartes et qui a fait que l'usine a abandonné cette vision paternaliste qui était la sienne depuis 1912. Donc c'est une vision paternaliste qui a duré, on dirait, 50-55 ans. Donc moi j'ai connu ça, puisque je suis né en 53. Donc j'ai connu ces 20 années de vie autonome ici. On avait même un autobus qui nous emmenait au lycée. SMN, conduit par un chauffeur SMN. On n'était que des gamins du plateau dans l'autobus. Ça, j'ai connu la fin. Ça s'est terminé, ça. Donc, à chaque fois que tu sortais de chez toi, tout te rappelait que tu étais un gars de la SMN, un enfant de la SMN. L'école, c'était l'école privée de la SMN. Je sortais de l'école, j'allais jouer au foot. Là, c'était le stade de l'USN, de la SMN. Les entraîneurs, c'était des gars qui travaillaient à l'usine. Si après, j'allais acheter le journal, c'était une officine qui était tenue par une salariée de la SMN. J'allais faire les courses à la Copé, c'était des salariés de la SMN, dans un bâtiment SMN. Le cinéma, je croisais partout que de la SMN.
D'accord. Oui, les gens de l'extérieur ne montaient pas ici. Personne ne venait ici. Personne ne venait sur le plateau. Je me souviens qu'on avait un moment de l'année, surtout dans les fins de mois, plutôt vers le printemps, on voyait arriver le représentant de chez Simca de Caen, qui venait avec une ou deux voitures, la place des Tilleuls. Donc c'est le moment où j'ai vu l'incursion de Caen vers le plateau. Mais sinon, je n'ai pas vu. On ne voyait pas de gendarmes ni de policiers nous, sur le plateau. Puisque les règles étaient respectées par les gardes des Cévennes. C'était des gardes assermentés par l'usine qui étaient en uniforme, qui étaient là pour faire respecter le règlement des locations des logements et puis qui assuraient la sécurité des bâtiments. C'était eux qui montaient la garde aussi Voilà, à l'entrée du site. Poste des gardes. Donc c'était pas combien ils étaient, un certain nombre, mais on était facilement reconnaissables dans leur uniforme marron clair. Un peu gendarme à Saint-Tropez dans la tenue d'été. D'accord. C'était cette couleur-là. Et comment je veux dire, c'était 7 jours sur 7, C'était les 7 sites jours n'arrêtaient sur pas. 7, 24 heures sur 24, ça battait sans arrêt. Ce qui est énoncé par un certain nombre de personnes aussi, c'est que on avait plusieurs sensations liées à l'usine. Tu sors, tu as l'odeur de l'usine, tu as le bruit de l'usine. C'est très très bruyant. C'est pas très bruyant, mais tu as des bruits caractéristiques. Il y en a un qui est très caractéristique, c'est le bruit de la centrale. La centrale électrique, elle est alimentée par les gaz de haut fourneau. Donc ça fait tourner des turbines assez énormes. C'est des roues là, qui font tourner, je sais pas, c'est des roues qui font peut-être 5 mètres, 6 mètres de diamètre. Et ça fait un bruit qui ressemble à un battement de cœur humain. Popom, popom, popom. Et ça ne s'arrête jamais. Voilà, donc Gérard Procope à l'instant qui vous a présenté la géographie du plateau. Inutile d'en rajouter davantage puisque c'est une description qui est très vivide et qui parle d'un vécu, puisque lui-même fils d'ouvrier, devenu instituteur par la suite, actuellement à la retraite, mais qui travaille activement en fait dans le cadre de son association pour préserver en fait la mémoire et le patrimoine de la cité sidérurgique. Donc maintenant en fait avec Alexia en fait on va vous présenter la poche numéro 50 où a lieu la dernière coulée en fait voilà, donc je vais laisser la main en fait à Alexia qui va débuter en fait la présentation. La poche numéro 50 ou la dernière coulée. Dans un film ou un roman, l'histoire se termine avec le mot fin ou lorsque l'on referme la dernière page. L'histoire de la SMN s'est achevée après 80 années de production métallurgique, de drames, de joie, de pleurs et de tristesse, de petites histoires qui écrivent la grande histoire. Le 5 novembre 1993, avec la dernière coulée et l'extinction du haut fourneau, même le temps du démontage a prolongé pour certains ouvriers l'agonie du site. Malgré la modernité et les performances de la coulée continue, inaugurée en 1986, la nouvelle tombe en 1991, la SMN, dans un contexte de concurrence mondiale, va cesser son activité et fermer ses portes. Pendant 2 années, le site va être démantelé et progressivement détruit. Le haut fourneau va dévorer les métaux de la déconstruction et produire jusqu'au bout du fil d'acier. La fin est programmée à novembre 1993. Revenons sur ce tristement mémorable 5 novembre. Le haut fourneau en a fini de dévorer les métaux de la déconstruction. C'est bientôt l'heure de l'extinction du feu continu, complice de la production métallurgique. Cette coulée sera l'ultime coulée. La poche numéro 50 sera son cercueil. Dans un dernier baroud de fierté, les métallos vont l'emmener après une longue et lente procession de près de 2 heures, au pas lent d'une remorque de haut transport, jusqu'au conseil régional. La marche, accompagnée de fumigènes et de sirènes, s'achève devant les grilles de l'abbaye aux Dames à Caen. Les 50 tonnes d'acier vont lentement refroidir et se figer sur le trottoir. Dernier symbole de l'activité métallurgique normande. Un symbole d'autant plus fort que la poche ne contient pas seulement l'acier de la dernière coulée, c'est l'âme et le cœur des métallos qui s'est figé avec le métal. Dans un dernier geste, les ouvriers ayant produit cette dernière coulée ont ajouté à l'acier en fusion leurs casques, protections et vêtements professionnels qui aujourd'hui encore donnent à cette poche plus qu'un vestige, une fierté. Depuis ce jour, la poche a beaucoup voyagé, mise à l'écart, reléguée au fond d'un parking du conseil régional, puis, un moment,
exposée au château de Caen, devant le musée de Normandie. Elle est aujourd'hui posée près du rond-point Lidl, Hyper U. L'une des entrées du plateau à portée de vue du grand réfrigérant et de la grande halle du WIP, un retour aux sources en quelque sorte. Il est dommage qu'il ne soit pas mieux mis en valeur et mieux explicité. C'est bien plus que de l'acier, c'est la mémoire des métallos. Eh bien, merci beaucoup Alex et Alex d'avoir parlé, d'avoir fait perdurer cette mémoire. Alix. Alix, ouais c'est vrai. Je suis trop Merci, nul, j'arrive à dire Alixia depuis le début et là je dis Alex quoi. Nul.